Corse Info. Bonsoir à tous et bienvenue dans les informés du samedi soir. Un président sifflé, un service d'ordre débordé, des agriculteurs ulcérés, tension extrême, peut-être même inédite aujourd'hui à Paris pour l'ouverture du 60e salon de l'agriculture. Le contexte était explosif, Emmanuel Macron le savait, il y est allé. Il y est toujours, d'ailleurs à 20h04, nous allons revenir sur cette journée mouvementée pour le chef de l'État qui a réussi à débattre ce matin et à déambuler cet après-midi. Mais pour quelle image donner ? Pour quelles avancées ? Comment sortir de cette crise qui n'en finit pas de durer ? Et puis l'autre grand sujet qui nous occupe ce soir, c'est la guerre en Ukraine, évidemment. C'est le 2e anniversaire de l'invasion russe, jour pour jour aujourd'hui. Alors quelles sont les perspectives pour l'Ukraine ? A-t-elle encore les moyens de gagner cette guerre ? Les Ukrainiens y croient-ils toujours ? Nous allons en parler avec nos 4 informés et notamment avec vous, Alla Lazareva. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste ukrainienne, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire Ukrainian Week. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et puis je salue nos 3 habitués, les correspondants de la presse étrangère. Alberto Toscano, bonsoir. Buonasera. Journaliste italien, bonsoir. Juan José Dorado. Buenas tardes. Journaliste espagnol et bonsoir à vous, Mihaela Antosh. Buonasera. Journaliste pour la télévision roumaine en France. Le salon de l'agriculture s'est donc ouvert dans une ambiance électrique, voire hostile. Les agriculteurs ont forcé l'entrée du salon ce matin avant l'ouverture. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Emmanuel Macron a finalement débattu dans la matinée avec des agriculteurs avant de couper le ruban avec plus de 4 heures de retard et sous les huées. Il y est toujours ce soir. On vous retrouve d'ailleurs au salon de la Porte de Versailles, Audrey Tizon, un chef de l'État qui donc pris à nouveau la parole devant les micros. Oui, à l'instant, il vient de faire ce qu'on appelle un micro tendu, seul face aux caméras, pour récapituler en quelque sorte ce qu'il retient de la journée. Pour lui, il a pris le temps de discuter ce matin avec les syndicats et il a tout fait pour que cette journée ne soit pas gâchée par 400 ou 500 agriculteurs particulièrement en colère qui ont continué à le chercher à l'intérieur du salon de l'agriculture tout au long de la journée, à faire des huées, à lancer des cris, Macron démission. Et en fait, cette journée d'Emmanuel Macron, elle s'est déroulée quelque peu sous cloche, puisque dans le hall 1, lorsqu'il a procédé à l'inauguration, qu'il est allé voir quelques bovins, et bien en fait, il y avait un énorme dispositif de sécurité autour de lui, bien sûr des policiers aux abords, mais aussi une sorte de cordon, de véritable carré de CRS qui l'entourait. Et c'est également ce qui s'est passé dans un deuxième temps cet après-midi dans le hall 4 du salon où nous sommes toujours. Un hall qui avait été mis plus ou moins sous cloche, de manière à pouvoir permettre à Emmanuel Macron de déambuler, de voir les exposants, de voir quelques agriculteurs, quelques visiteurs, mais vraiment au compte-gouttes, puisque ce n'était pas vraiment pas un salon comme les autres cette année. On l'a bien remarqué, en effet. Merci beaucoup Audrey Tizon avec Raymond Albouy pour les moyens techniques. Ça fait une douzaine d'heures maintenant qu'Emmanuel Macron est présent au salon de l'agriculture. Alors on va s'intéresser un peu plus tard sur le fond, les annonces du président. Mais d'abord un premier tour de table sur la forme, sur cette séquence musclée. Qu'est-ce que vous en retenez, Mihaela Antosh ? Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui à partir des premières heures de la matinée jusqu'à ce moment-là? J'ai vu comme un film qui s'est déroulé avec l'aventure, suspense, déclaration, exercice de communication, exercice d'image de la part de l'Élysée. Et de l'autre côté, j'ai vu une fracture entre la réalité politique et la réalité des agriculteurs qui ont dit encore une fois que c'est pas suffisant qu'est-ce qu'ils ont écouté il y a déjà quelques jours, quelques semaines de la part de Premier ministre Gabriel Attal. Et c'est le moment d'action. Ça veut dire que les agriculteurs restent fermes. Le président a pensé qu'il peut avoir une journée tout à fait facile dans la cordialité et l'ambiance accueillante du salon, mais non, c'était pas du tout ça. C'est évident que la ligne de fracture est déjà marquée entre la politique et le monde agricole. Les syndicats agricoles sont aussi parmi les porte-paroles des agriculteurs
agriculteurs et comme ça, ils peuvent négocier, ils peuvent parler, ils peuvent discuter avec la classe politique et je dis maintenant, c'est-à-dire de Gabriel Attal et de président de la République, évidemment avec toute l'équipe de ministres, conseillers, etc. Mais il faut des annonces fermes parce que la collecte des agriculteurs, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a vu les semaines dernières, ne sont pas les seuls, les Français, sont aussi les Roumains et probablement qu'on peut parler un petit peu. Exactement, parce qu'il y a des choses qui ce sont les mêmes parmi tous les pays de l'Union européenne. Exactement. Et les agriculteurs roumains ont commencé avec les agriculteurs polonais. Ont commencé ce manif, ces protestes début janvier, première partie de janvier, on peut dire comme ça. Mais sur la situation en France, ce dialogue de sourds qui semble continuer, Juan José Dorado, est-ce qu'on voit ça en Espagne, un président protégé par plusieurs dizaines de CRS sans lesquels il n'aurait pas pu déambuler aujourd'hui au Salon de l'Agriculture? Alors la première des choses, c'est qu'on n'a pas eu un grand débat, mais on aurait pu avoir une grande débâcle. Ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas le cas, d'accord. En Espagne, vous ne verrez pas ça, déjà parce que vous avez quelque chose de très particulier, c'est que vous avez un salon de l'agriculture qui n'existe pas comme celui que vous avez en France. Nous, c'est très régionalisé, le président ne va pas au salon de l'agriculture. Mais ce qui est vrai, ce que l'image que renvoie aujourd'hui le président Macron, c'est qu'il reste quand même, effectivement, dans une cloche de sécurité, où il a déambulé, ce n'est pas parce qu'il a déambulé pendant 12 heures qu'il a vraiment convaincu les agriculteurs. J'attends de voir demain, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que la communication de l'Élysée soit la bonne. Peut-être qu'il aurait dû écourter un peu pour éviter des problèmes, parce que demain, vous aurez certainement Jordan Bardella qui sera pas entouré de CRS et qui pourra peut-être aller donner les mains aux agriculteurs, et donc on va comparer les deux images, un président entouré des CRS et puis un candidat qui se promène tranquillement. Donc la communication aujourd'hui... Mais s'il n'était pas allé, on lui aurait peut-être reproché aussi. Oui, mais bien sûr, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas y aller, mais peut-être qu'il aurait pu éviter un certain nombre de problèmes et les débordements auxquels on a assisté s'il avait écourté cette visite. D'ailleurs, il a hésité à un moment donné à aller à descendre sur les salons après la réunion avec les syndicats, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'était un jour un peu triste pour le président, mais c'était un jour de colère pour les agriculteurs. 20h, 21h, les informés, Thomas Séchier. La visite chahutée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, on en parle ce soir dans les informés. Avec vous, Alberto Toscano, qu'est-ce que vous retenez de cette séquence, vous ? Une image. Je retiens une image que j'ai vue répétée à plusieurs reprises cet après-midi. L'écran de la télé divisé en deux. À gauche, Emmanuel Macron qui goûtait de bonnes choses produites par d'excellents agriculteurs français. Et de l'autre côté, une masse d'agriculteurs qui exerçaient leur pression sur la police, qui criaient et qui criaient encore. Et ça a évoqué, à mes yeux, vraiment l'image d'une France divisée en deux, d'un pouvoir isolé de la société. Isolé aussi au Parlement, parce que ce gouvernement n'a même pas demandé le vote de confiance parce qu'il n'a pas de majorité au Parlement. Et malheureusement, isolé devant une société qui a envie de protester et qui proteste à toute occasion. Elle peut avoir raison ou tort à protester, mais je constate qu'elle proteste. Donc aujourd'hui, il y a cette France divisée et cette France qui a du mal à dialoguer. Emmanuel Macron a fait un effort pour dialoguer, mais cet effort s'est couplé d'une gaffe gigantesque, l'invitation à un groupe dont on peut parler longtemps. Les soulèvements de la terre. Mais qui... Alors, il y a un imbroglio sur est-ce qu'ils ont été vraiment invités ou pas. Oui, ils ont dit qu'ils ont été invités, oui. Donc j'imagine que... Mais Emmanuel Macron dit que ça n'a jamais été envisagé. Voilà. Disons que quand même, il est plausible qu'il y ait eu vraiment... Il y a eu des contacts, manifestement. Et derrière, en toile de fond de toute cette polémique agricole, il y a aussi ce problème du refus de la part de ceux qui protestent dans le monde agricole de certaines règles
à leur avis, trop strictes sur le terrain de l'écologie. Et le gouvernement et le président de la République ont donné la sensation de faire marche arrière par rapport à ces règles. Enfin, il y a un élément important de la part de ceux qui protestent, et il y a une envie que les Français consomment la production française, agroalimentaire française. Mais je rappelle à ceux qui protestent que si on entre dans une logique de frontière à l'intérieur de l'Union européenne sur la production agroalimentaire, d'autres agriculteurs qui protestent aujourd'hui en Italie, qui protestent en Roumanie, qui protestent en Espagne, diront alors, nous, à notre tour, on veut arrêter d'importer la production agroalimentaire française. Et je rappelle que la France est un grand exportateur sur le terrain agroalimentaire. Je voulais avoir votre regard également à vous, Alla Lazareva, vous qui êtes journaliste ukrainienne. Comment est-ce que vous percevez cette colère des agriculteurs qui se manifeste de manière très, très forte encore aujourd'hui au Salon de l'Agriculture ? Vous savez, je comprends leur colère parce que je me rends régulièrement au sud de la France et je vois, par exemple, les camions renversés avec les tomates, avec les pêches à la frontière espagnole. Parce que pourquoi protestent les agriculteurs français? Parce que les taux d'imposition sont différents en France et en Espagne, et alors ça rend les pêches, les tomates espagnoles moins chères. Donc, les agriculteurs considèrent que c'est une concurrence illoyale. Et c'est bon, on comprend les gens qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, qui aiment leur métier, mais qui, faute de harmonisation des systèmes d'impôts dans l'Union européenne, se retrouvent à travailler pour rien quelquefois, donc toute l'année. Et je comprends les gens qui veulent que ce se passe mieux, que leur travail est respecté et que les grands commerces, les réseaux comme Auchan, comme Carrefour ne prennent pas une marge si énorme aussi. Ça, il faut aussi voir, parce que quand ils vendent leur pêche, par exemple, les cousins de mon mari, à 50 centimes, je pense, un kilo, après c'est vendu à 3,5 à Carrefour. Et vous savez qu'on fait la même critique en ce moment aux produits ukrainiens. Qui bénéficient d'une suppression des droits de douane pour l'instant depuis le début de la guerre pour être importés en Europe. Concurrence déloyale là aussi, disent les agriculteurs français. Comment est-ce que vous percevez cette colère sur ce point précis? Comment je peux ne pas connaître? J'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Encore une fois, je comprends pourquoi les gens qui travaillent très dur et qui ont le mérite qui ont le droit d'être respectés dans leur travail, veulent vivre de ce qu'ils produisent, tout simplement. En même temps, c'est quand même pas la faute des Ukrainiens que ça se passe mal, parce qu'encore une fois, c'est la politique qui doit être réformée. Évidemment que les réformes sont très attendues. Et si on voit que l'Ukraine est candidat à l'Union européenne, bon, c'est pas pour tout de suite. Évidemment, les négociations se prendront 5 ans, 7 ans, on ne sait pas. Mais il faut aussi tenir en tête que c'est une très grand pays agricole, grand comme la France, avec les terres très fertiles, avec les gens qui adorent travailler. Et donc, c'est vrai qu'objectivement, on fait la concurrence. Donc, il faut voir comment on puisse tous travailler ensemble pour que tout le monde soit rémunéré correctement. Alors, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron, qui a pris la parole à plusieurs reprises aujourd'hui pendant sa visite au Salon de l'Agriculture, et il a tenu à relativiser le discours ambiant sur l'agriculture française. Pour lui, tout ne va pas si mal au sein de la ferme France. La ferme France, c'est faux de dire qu'elle est en train de se casser la gueule. Elle produit. Les revenus 21-22 dans beaucoup de filières, ils ont été historiques. Regardons les chiffres. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Voilà, est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, d'insister aussi sur ce qui va bien, selon lui, Juan José Dorado? Il a raison parce que les agriculteurs français, je sais qu'ils souffrent beaucoup, comme d'autres agriculteurs. Ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, la France est quand même le premier bénéficiaire de la PAC. C'est plus de 10 milliards de la PAC par an qui sont alloués à l'agriculture française. Il y a une jalousie en Espagne? Non, mais c'est pas une jalousie. L'Espagne est la 12e, mais c'est à peu près 5 milliards. On a la moitié de ce que touche l'agriculture française. Mais en même temps,
ce n'est pas la faute à l'Europe, ce n'est pas la faute à l'Espagne. Si le coût des productions en Espagne, en Roumanie, en Pologne ou ailleurs, c'est moins cher, les agriculteurs doivent regarder du côté de leur gouvernement, pas du côté de l'Espagne, ni de la Roumanie, ni de la Pologne, ni de l'Ukraine. Il faut regarder du côté de leur gouvernement. Si vous avez un certain nombre de règles qui sont imposées par l'Europe et qui sont respectées, ce n'est pas parce que le gouvernement français a décidé qu'il y a 3 produits qu'eux, ils ne veulent pas utiliser, que ça interdit les autres de les utiliser. Donc non, ce n'est pas la faute aux autres. Parce que d'ailleurs, vous savez, l'Espagne, c'est l'un des derniers pays où il y a eu des problèmes, pas plus tard que cette semaine, avec des agriculteurs, que ce soit à Madrid, que ce soit à Barcelone. Et les problèmes sont les mêmes. Quand vous écoutez les agriculteurs espagnols ou les agriculteurs français, voire les agriculteurs italiens, ils ont tous les mêmes problèmes. Donc la concurrence, il ne faut pas se tromper. Il faut surtout regarder de leur côté, de chacun chez soi. Après, c'est vrai qu'il faut harmoniser, mais vous le disiez, le taux de production en Espagne est moins cher, mais ce n'est pas la faute à l'Espagne, c'est plutôt la faute à la France. 20h, 21h, les informés, Thomas Séchier. Et la France qui reste le premier bénéficiaire de la PAC, nous rappelait Juan José Dorado. Alberto Toscano, vous vouliez réagir? Oui, ça fait... Non, mais réagir dans le sens que je suis d'accord. Ça fait 2 semaines que le Premier ministre français et le Président de la République, en particulier le Premier ministre d'ailleurs, font des annonces d'aide à l'agriculture française. Aujourd'hui, le Président de la République a parlé et a promis un prix plancher pour les produits agricoles français. Dans les autres pays européens, il n'y a pas ça. Il n'y a pas en Espagne, il n'y a pas en Italie, il n'y a certainement pas, corrigez-moi si je me trompe, en Roumanie. Donc, les agriculteurs français vont bénéficier d'un élément tout à fait favorable et presque d'une distorsion de la concurrence par rapport aux autres. Est-ce que les Italiens auront le droit de détruire les camions avec les produits français? Est-ce que les Espagnols auront le droit? Mais certainement pas. Certainement pas. On est dans un cadre d'Union européenne, dans un cadre commercial garanti pour les produits agricoles, sans frontières, et on est dans un cadre de politique agricole commune dont les Français sont les premiers à tirer un avantage. Donc, sincèrement, si les agriculteurs français entrent dans une logique de bloquer les produits agricoles des autres pays de l'Union européenne, ils entrent dans une logique suicidaire, à mon avis. Mireille Antoche, comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise? Est-ce que cette annonce effectivement d'Emmanuel Macron sur l'objectif d'un prix plancher sur les produits que vendent les agriculteurs français, ça peut permettre de faire avancer les choses? Si on regarde avec beaucoup d'attention toute la liste des revendications des agriculteurs français, on peut voir facilement les mêmes revendications qui existent en Italie, en Espagne, en Roumanie et dans d'autres pays. La Grèce, on n'a pas parlé de Grèce jusqu'à ce moment-là, dans tous les pays de l'Union européenne. Et tous les agriculteurs montrent le doigt sur l'Union européenne, sur la politique agricole commune. Mais qui est l'Union européenne? Ce sont tous les pays autour de l'Union européenne. C'est la Roumanie, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la France. Pour la France, il faut dire que la France est la première productrice agricole parmi tous les pays de l'Union européenne. Ça veut dire, c'est pour ça l'explication qu'elle a beaucoup d'argent dans cette des financements dans cette politique agricole commune, mais il faut parler des écologistes et d'écologie et toutes les normes qui ont presque suicidé les productions. Ça veut dire, si on regarde sur la liste, on voit la concurrence, l'inflation, les taux, les coûts de production qu'on a parlé ce soir. Et la concurrence a donné parmi les agriculteurs roumains aussi beaucoup de colère parce qu'ils ont vu leurs camions ici en France d'être vidés et ils ont dit mais comment on peut expliquer ça parce qu'on est un pays qui fait partie de l'Union européenne, on respecte les mêmes règles et on fait l'agriculture exactement de la même façon comme les autres pays européens le font. Ça veut dire qu'ici, il y a une petite fracture d'explication
ou de mauvaises explications, si on peut dire ça, parce que si on met tous les pays autour de la table de l'Union européenne, on voit qu'il existe beaucoup de différends entre les normes d'environnement, les moyens d'agriculture et les désirs et les revendications des agriculteurs qui font partie de l'Union européenne. Alors, le diapason, si je peux dire ça, c'est parmi, comme mon confrère italien a dit, c'est parmi les gouvernements et parmi les têtes de l'Union européenne qui ont le devoir, qui ont encore de boulot à faire. Le travail s'est pas terminé, ça on voit, et la crise s'approfondit. Alla Lazareva, comment ça se passe en Ukraine? Est-ce qu'il y a aussi un clivage un peu comme en France entre, pour schématiser, les petits agriculteurs et puis de très grosses sociétés qui, elles, fonctionnent très bien en revanche? Oui, tout à fait. Nous avons ce problème-là. Et d'ailleurs, je vous invite de lire un article en français qui est sur notre page de notre journal, parce que nous sommes le seul journal qui a la page en français. Voilà. Ukrainian Week, oui, pardon pour mon anglais. Oui, Tejdeň en français aussi, donc Tejdeň à faire. Alors voilà, ça explique très bien la situation dans l'agriculture ukrainienne. Exactement, on a les grosses agro-firmes, agro-entreprises qui peuvent réunir 10 000 mètres carrés, donc c'est énorme pour produire le blé et le maïs et tas d'autres choses. Avec celui qu'on appelle le roi du poulet aussi chez vous, oui, qui exporte beaucoup de poulets ukrainiens en Europe d'ailleurs. Tout à fait. Il y a aussi les petits agriculteurs qui ont la vie tout différente et qui survivent très difficilement, surtout qu'avec la guerre, ils sont souvent bombardés, ils sont obligés à retirer eux-mêmes les éclats d'obus de leur terre, quelquefois ils se blessent, donc c'est vraiment deux vitesses différentes. Et l'existence de ces énormes entreprises, c'est pas une bonne chose pour l'Ukraine parce que en fait, ils pensent que profit immédiat et souvent ils ne respectent pas les cycles de changement de différentes cultures une après l'autre parce qu'il faut le faire pour que la terre reste fertile. Donc c'est les grands débats chez nous. 20h, 21h, France Info, les informés, Thomas Séchier. 2 ans de guerre en Ukraine, pour quel bilan, quelle perspective, quel état d'esprit dans la population ukrainienne? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie des informés, avec toujours autour de la table Alla Lazareva, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire ukrainien The Ukrainian Week, Alberto Toscano, journaliste italien, Miraela Antosh, journaliste pour la télévision roumaine, et puis Juan José Dorado, journaliste espagnol. Nous sommes également avec vous, Lucie Barbarin, en direct de Kiev. Bonsoir Lucie. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. On a pu entendre depuis 48 heures maintenant vos reportages avec une partie de l'équipe de France Info délocalisée à Kiev à l'occasion de ce triste anniversaire. Vous nous avez raconté l'année écoulée, l'usure, la souffrance également des Ukrainiens morts par dizaines de milliers. Lucie, on a envie de se tourner ce soir vers l'avenir avec vous, d'ouvrir des perspectives. Oui, ici, on attend les avions. C'est ce qu'on entend beaucoup à Kiev. On attend les F-16 promis par les Américains, considérés par beaucoup comme une planche de salut. Katharina, avec nous tout à l'heure sur France Info, raconte que c'est la bonne nouvelle qu'elle voudrait entendre, alors qu'aucune date en est connue pour la livraison, expliquant qu'elle en rêve même parfois, qu'elle entend le bruit des engins américains dans le ciel comme le signe d'une victoire prochaine. Sauf qu'au front, on l'a beaucoup entendu, le discours est beaucoup plus sombre, de soldats ukrainiens épuisés, sous-équipés qui, oui, disposent par exemple des fameux canons César envoyés par la France, mais ne peuvent pas s'en servir parce qu'ils n'ont pas d'obus. Et un canon César sans obus, eh bien, c'est comme une voiture sans carburant, nous dit un soldat, c'est un bout de métal qui ne sert à rien. Situation ubuesque qu'a constaté sur le front Vanessa Descoureaux, parce que France Info, parce que Radio France est ici, mais force est de constater que 2 ans plus tard, on le voit dans les rues de Kiev, les caméras et les journalistes sont beaucoup moins nombreux, parce que cette guerre en Ukraine, qu'on appelait au départ, souvenez-vous, à ne surtout pas banaliser, eh bien, est devenue une certaine norme. Ouais, et ça, justement, les habitants de Kiev le constatent, Lucie, sans trop jeter la pierre à la communauté internationale ? Oui, sans trop de colère, en tout cas parmi les Ukrainiens qu'on a pu interroger, parce qu'eux aussi reconnaissent qu'ils ont pris l'habitude de vivre avec la peur, de vivre avec la guerre, qui ne dure pas en fait depuis 2 ans, mais au minimum depuis 10 ans avec l'annexion de la Crimée. L'habitude de se cacher dans un abri à la moindre alerte, même si jamais on ne s'habitue à la mort. C'est ce que nous a dit Irina, par exemple, une consoeur de la radio ukrainienne ici. Mais peut-être que nous, Européens, sommes encore dans l'incrédulité. C'est ce que nous a dit le maire de Kiev, Vitali Klitschko,
au micro de France Info. Il faut encore et encore, dit-il, expliquer aux Européens chaque jour qu'il en va de leur survie aussi à eux et que l'enjeu de cette guerre est existentiel, donc même 2 ans après le début de l'invasion. Et puis la Russie, elle, Lucie, axe sa propagande sur une défaite inévitable de l'Ukraine. Oui, c'est la petite musique permanente qu'on entend, qui imprègne peut-être jusqu'en Europe. La guerre est psychologique et dans ce domaine-là, la Russie est experte. D'ailleurs, ici, on en a bien conscience en Ukraine. Toute information devient suspecte. On se méfie de ce qu'on lit, de ce qu'on voit. Nous dit par exemple Léonide, un jeune de 20 ans rencontré ici, qui essaie de se détacher de tout ce flot d'informations. Il en va aussi de la santé mentale des Ukrainiens, des Ukrainiennes, sujet de moins en moins tabou. On reconnaît prendre des médicaments, par exemple, pour s'endormir. Mais les autorités n'ont pas vraiment pris le problème à bras-le-corps. Des entreprises comme le géant ukrainien du poulet, MHP, par exemple, que vous évoquiez sur votre plateau, Thomas, tout à l'heure avec vos invités, eh bien, c'est constitué une armée de psychiatres et de psychologues, mais pour ses propres employés. Au niveau national, par contre, le chemin est encore long. Merci beaucoup Lucie Barbarin en direct de Kiev et un grand bravo pour tous vos reportages qu'on a entendus ces 2 derniers jours. Vous étiez avec Eric Audra ce soir pour les moyens techniques. Alla Lazareva, j'ai retenu une phrase de ce que nous a dit Lucie. La guerre est devenue normale finalement. Est-ce que vous voyez aussi les choses comme ça ? Non, pas vraiment normal, mais disons qu'on apprend à vivre avec cette guerre et on comprend qu'il faut durer. Donc il faut être endurant, il faut économiser des efforts, il faut comprendre qu'il ne va pas se finir demain. Donc là, au début, quand tout s'est commencé il y a 2 ans, je veux dire la guerre totale, parce qu'effectivement la guerre elle dure depuis 10 ans et pas 2 ans, mais guerre totale depuis 2. Et alors au début, on nous disait que ça va se finir rapidement, que la victoire est pour bientôt. Mais en fait, non, on voit déjà que ça va durer encore plusieurs mois, voire années. Et que la stratégie de survie de chacun, je parle maintenant de la population, c'est essayer de ne pas se gaspiller en quelque sorte. Rester sobre, rester mobilisé. Concentré, ne pas faire les choses de trop. Donc, mais on croit encore à la victoire ? Bien sûr, oui. Comment vous pouvez imaginer, évidemment. Tous les gens avec qui je suis en contact, et j'en ai plein, et sur le front, et mes collègues, et ma famille, et mes amis d'enfance, et tous, personne n'imagine même pas qu'on peut perdre. Parce que pour nous, il faut comprendre que pour l'Ukraine, c'est la guerre existentielle. Et si on perd, on est tous morts tôt ou tard. Inévitablement, parce que la Russie ne veut pas de l'Ukraine dans aucune forme, et c'est ce qu'ils veulent, c'est notre terre sans nous. Juan José Dorado, est-ce que les Ukrainiens ont bien compris ce message ? Est-ce que les Ukrainiens font suffisamment, est-ce que les Européens font suffisamment pour aider les Ukrainiens ? Les Européens font beaucoup de choses, mais suffisamment non. Déjà, la première des choses, parce qu'il manque des munitions. On leur a promis des munitions qui n'arrivent pas. Donc ça, c'est la première des choses. On leur a promis des F-16 qui n'arrivent pas non plus. On leur a promis, un appui politique qu'on voit qui se délite petit à petit. Alors aujourd'hui, il y avait même cette réunion du G7 du côté de Kiev. On voit cette nouvelle stratégie de l'Ukraine qui consiste à signer des accords bilatéraux avec l'Italie, le Canada, la France, l'Allemagne. Parce que derrière, l'Union européenne ne suit pas, parce que les Américains ne suivent pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore faire. La première des choses qui a été évoquée ces derniers jours, les avoirs russes bloqués en Europe pourraient être débloqués et servir à l'Ukraine pour s'armer. C'est une des choses. On continue, les Européens, à interdire aux Ukrainiens de frapper le territoire russe. Donc il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire et qui peut-être pourront être faites dans les mois à venir si effectivement il n'y a pas un déblocage. La guerre, ce n'est pas une fatalité. Et la victoire de la Russie, ce n'est pas une fatalité. Je pense que l'Ukraine, effectivement, et ma confrère l'a dit, c'est de leur existence même dont on parle. Donc, je pense qu'effectivement, eux, ils vont se battre. Et j'espère que l'Union européenne ne va pas laisser tomber de la même façon que depuis quelques semaines, on voit les États-Unis qui commencent à fléchir dans l'aide qu'ils apportaient jusqu'aujourd'hui à l'Ukraine. 20h, 21h, les informés, Thomas Séchier.
Et ce deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Miraela Antosh, comment est-ce que cette actualité est traitée en Roumanie? Est-ce qu'il y a la crainte aussi chez vous que Vladimir Poutine ait un jour des velléités d'aller au-delà des frontières ukrainiennes? Pour répondre à votre question, il faut dire que l'Europe faire face à une crise de réfugiés, la plus grande crise de réfugiés après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que si on fait une référence à la Roumanie, comme vous avez demandé, en 2 ans, 5 millions de réfugiés ukrainiens ont traversé mon pays, ont traversé la Roumanie, en grande majorité pour aller en Pologne et dans d'autres pays de l'Europe, en Espagne ou en Italie. Et maintenant, en Roumanie, il existe encore 80 000 de réfugiés qui se sont adaptés. Dans leur majorité, ce sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et à peu près 10% de ce pourcentage ont commencé à travailler. Ça veut dire qu'ils ont commencé à apprendre à parler en roumain, ils se sont adaptés, les enfants vont à l'école, les personnes âgées sont soignées dans le système sanitaire roumain, les femmes ont commencé, comme j'ai déjà dit, à travailler et ce sont... Si on peut dire ça, mais c'est pas le mot qui marche avec, se sont adaptés et relaxés un petit peu, détendus, soulagés de la guerre. Mais il ne faut pas oublier que la guerre, ça veut dire une grande souffrance, ça veut dire deuil, ça veut dire blessure, ça veut dire des pertes économiques, ça veut dire des crises économiques, d'inflation, beaucoup de choses qui viennent avec. Si on parle comme ça, le président de la Roumanie, Klaus Iohannis, et tout le gouvernement, avec le Premier ministre, a dit et a parlé plusieurs fois de soutien de la Roumanie. Dès le premier heure de la guerre, la Roumanie a ouvert ses frontières, a donné une leçon d'hospitalité et d'humanité, si vous voulez dire comme ça, pour nos voisins ukrainiens. En plus, il y a beaucoup d'échanges entre Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, et Klaus Iohannis, le président de la Roumanie. Parmi les deux gouvernements, on a vu des échanges et des réunions en commun entre les deux gouvernements. Ça veut dire qu'ils parlent, ils s'entretiennent, ils collaborent sur tous les plans. Ouais. Et ça, on va voir encore une fois lundi, quand le président de la Roumanie va venir à Paris pour assister à cette réunion de soutien pour l'Ukraine. Oui, et il va dire, je suis sûre et certaine qu'il va dire encore une fois que la Roumanie soutient encore plus probablement l'Ukraine. Et la victoire est possible parce que si on ne croit pas ça, on s'en fout. Ça, c'est évident, ça. Il faut garder le moral. Et le soutien, il est toujours là aussi en Italie. Alberto Toscano avec la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, qui s'est rendue à Kiev aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, était à Kiev. Elle y est encore, avec, entre autres, le Premier ministre canadien, Trudeau, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre belge, qui est président en charge de l'Union européenne, du Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc, il y a eu une présence profondément significative aujourd'hui à Kiev, avec des engagements précis, avec cet accord pour 10 ans d'aide, de collaboration de l'Italie avec l'Ukraine, qui fait suite à celui signé par la France, par l'Allemagne, par d'autres pays, dont la Grande-Bretagne. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas minimiser l'effort énorme que les pays européens et les États-Unis ont fait pour aider l'Ukraine, à la fois sur le plan militaire et sur le plan économique. Et ça ne doit pas être banalisé, c'est pas juste. C'est pas juste aussi pour nos opinions publiques. Parce que cet effort
et quelque part pèse sur le budget de chaque pays européen. Mais il y a une détermination qui, d'ailleurs, pour l'Italie, a été réaffirmée aujourd'hui à Kiev par Giorgia Meloni, qui a été réaffirmée de façon très déterminée par le président Emmanuel Macron et par le chancelier Scholz et les autres leaders européens. En même temps, on constate une situation qui a deux aspects inquiétants, ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe dans nos opinions publiques. Parce qu'on ne peut pas se cacher le fait que les sondages montrent une baisse du soutien des opinions publiques au soutien économique et militaire à l'Ukraine dans la mesure qui est nécessaire aujourd'hui devant cette situation militaire. C'est le problème d'une guerre qui dure. Donc c'est une guerre qui dure. Et c'est une guerre qui a commencé par l'invasion de la Russie. J'étais en train de dire Union soviétique. De la Russie d'il y a exactement 2 ans à l'Ukraine. Les Ukrainiens ont montré de façon héroïque leur capacité de se défendre. Et ensuite, donc celui qui a attaqué a perdu. Ensuite, il y a eu la contre-offensive ukrainienne qui a été un échec. Une fois de plus, celui qui a attaqué a perdu. Aujourd'hui, on s'interroge où est-ce qu'on va. Et bien sûr, on a envie de croire à une solution qui permet aux Ukrainiens de retrouver leur force et leur intégrité territoriale. Mais on se pose en Europe la question: pourquoi pas un cessez-le-feu? Alors oui, cessez-le-feu, pour l'instant, il n'en est pas question, tant côté russe que côté ukrainien, à la Lazareva. Est-ce que vous redoutez malgré tout, peut-être ce jour hypothétique où il faudra s'asseoir autour d'une table et discuter avec la Russie? Déjà, discuter avec la Russie, c'est une tâche impossible parce que la Russie ne discute avec personne. Leur seule langue qu'ils emploient, c'est l'arme et la mort qu'ils sèment autour d'eux. Donc, ce qu'on appelle ici discuter, ça signifie soumettre. Et se soumettre à la Russie, non. Personne ne le veut. Ça vous met en colère quand on évoque auprès de vous cette possibilité de discuter? Ouais. Oui. Et je ne suis pas la seule, je pense que toute ma nation fait pareil. Parce qu'il faut comprendre une chose: quand on déguise en fait une capitulation qu'on nous impose sous la forme d'une soi-disant paix ou soi-disant négociation, c'est une substitution qui ne doit pas avoir lieu en fait. Il ne faut pas remplacer les choses par ceux qui ne sont pas. La paix peut être installée une fois quand la Russie a perdu la guerre, point. Et pour qu'elle perde la guerre, il faut nous soutenir davantage, il faut faire plus. Oui, on est très 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 reconnaissant pour tous ceux qui nous ont soutenus. Malheureusement, c'est venu tard. Il fallait annoncer les mêmes sanctions qui étaient faites déjà dès l'annexion de la Crimée, tout de suite. Il fallait tout de suite armer l'Ukraine et lui permettre de se défendre il y a 10 ans. Et comme ça, on ne perdra pas tant de gens qu'on a perdus maintenant. Et vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec Alberto quand il disait que la contre-offensive était un échec? Non, on ne peut pas dire que c'est un échec. Et surtout, je n'étais pas tout à fait d'accord avec la terminologie parce qu'il a dit que c'est quelqu'un qui a attaqué, a perdu. L'Ukraine n'attaque pas, elle est sur sa propre territoire et il se défend uniquement. Donc on n'attaque pas. Après, je pense pas qu'Alberto parlait de l'attaque ukrainienne. Non, je parlais de contre-offensive. Le mot contre-offensive... sauf l'erreur de ma part, vous avez dit que celui-là qui a attaqué a perdu. Oui. Donc c'est à ça que j'ai réagi. Donc non, on n'attaque pas sur notre territoire, on essaye de riposter. Et je ne pense pas que c'est perdu dans le sens qu'on n'a pas réussi à regagner les territoires, mais on n'a pas reculé non plus. Bon, quelques mètres par-ci, il y avait Avdiivka qui était quitté par l'armée ukrainienne, mais c'est une toute petite agglomération qui a résisté pendant plusieurs mois. Donc on ne peut pas dire que c'est perdu, c'est juste que les objectifs étaient peut-être pas atteints, mais c'est pas la défaite quand même. 20h, 21h, les informés, Thomas Séchier.
On le disait, situation figée depuis plusieurs semaines maintenant en Ukraine sur le front. Alors à défaut d'aider davantage les Ukrainiens, les États-Unis et l'Europe ont annoncé de nouveaux trains de sanctions contre la Russie. Mais pour l'instant, l'économie russe paraît résister. Est-ce que ça, Juan José Dorado, c'est une déception par rapport aux moyens de pression que nous pouvions avoir sur la Russie ? Qu'elle puisse résister, ce n'est pas en soi une déception, parce que le pouvoir, même si la technologie russe est peut-être ancienne, parfois défaillante, parfois, la réalité c'est qu'ils ont une puissance qui est réelle. Donc le problème n'est pas là, le problème est surtout le fait que nos paquets de sanctions, le 13e pour l'Union européenne, puis ceux qui ont été proposés par les États-Unis, ont permis de toute façon à la Russie de trouver des voies, d'autres voies pour s'approvisionner. On parle aujourd'hui effectivement dans le dernier paquet des sanctions contre les entreprises chinoises, ce qui effectivement marque quand même un tournant dans la politique de l'Union européenne, ou la Corée du Nord, ou encore des entreprises iraniennes. Donc des partenaires vers lesquels la Russie s'est tournée. C'est ouvert et c'est tourné. Donc c'est là où il va falloir continuer à faire mal à la Russie, parce que ça fait du mal à la Russie. Mais de la même façon que les Ukrainiens se sont habitués à la guerre, la Russie aussi et la population russe aussi. Mais la différence, c'est certainement cette possibilité d'avoir une industrie beaucoup plus forte que l'ukrainienne, et donc de pouvoir effectivement fournir beaucoup plus d'armes. On voit qu'il manque des obus, qu'il manque des drones qui aujourd'hui sont fabriqués notamment par la Corée du Nord. La réalité, c'est qu'il va falloir continuer, pas uniquement qu'avec l'armement, il va falloir effectivement continuer à insister sur les sanctions à la Russie, parce que ça, n'oublions pas, ça fait mal. Ça se voit pas tout de suite, mais ça fait mal. Il faut encore frapper les Russes au portefeuille, Alberto Toscano. Oui, pourquoi pas. Je voulais quand même dire un mot sur le mot attaquer, parce que je crois qu'il y a eu un malentendu à ce sujet. À la fin de 1944, les troupes de la France libre, de la deuxième DB du général Leclerc, attaquaient les forces allemandes pour les repousser en dehors du sol français. Ils les attaquaient. Et ils ont gagné, parce qu'ils ont pu, ils se défendaient pas, ils étaient à l'attaque pour les chasser du sol français. Donc, c'est ça que je voulais entendre par le mot attaquer. Donner à ce mot une signification militaire et certainement pas politique. Je crois que cette guerre nous a appris toute une série de choses, et celui qui prend l'initiative militaire est dans une situation plus délicate. Et ça, je voulais dire. Pour ce qui regarde l'avenir, je crois que l'un des débats, il y a 2 ans, au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, était l'Ukraine, oui ou non, dans l'Alliance Atlantique. Je crois que, de toute façon, indépendamment de ce qui se passera sur le terrain militaire, ça sera juste que l'Ukraine entre dans l'Alliance Atlantique. Et je considère, peut-être je me trompe, que ça sera beaucoup plus facile pour l'Ukraine d'entrer dans l'Alliance Atlantique que dans l'Union européenne, chose qui impliquera, comme on a vu aussi pour des raisons d'agriculture et d'économie, peut-être plus de temps. Miraela Antok, avec la crainte aussi peut-être côté ukrainien d'un retour au pouvoir de Donald Trump qui on le sait, multiplie les déclarations favorables à Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que vous savez qu'il y a 58% de la population de cette planète qui cette année vont aller pour voter? Ça, c'est un peu... Ça nous donne un petit peu la radiographie de l'importance de cette année de point de vue... Les choses pourraient bouger un peu partout dans le monde, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Et il faut attendre des changements. Je ne sais pas sûr les mesures qu'on a eues jusqu'à ce moment-là, en quoi qui concerne les efforts de guerre pour la Russie, qui a eu une croissance économique l'année dernière de 3%, après une année 2022 très, très, très compliquée. Des efforts de guerre pour les États-Unis, qui a aidé
aider l'Ukraine avec 100 milliards de dollars, l'Union européenne 50 milliards de dollars et d'autres dizaines de milliards de dollars de l'autre pays. Ça veut dire qu'il faut observer un petit peu où est l'équilibre entre qui donne et qui donne à qui et qui fait quoi, parce que la Russie a des alliés comme la Chine, Corée du Nord. Ça veut dire que la géostratégie planétaire de cette planète est en train de changer. Je vous laisse le mot de la fin, Alla Lazareva. Le retour au pouvoir de Donald Trump, ça serait vraiment le coup dur pour l'Ukraine en fin d'année? Difficile à dire. On espère quand même qu'elle ne sera pas élue, tout simplement. Mais si ce serait le cas... Il y a une crainte au sein de la société ukrainienne? Oui, il existe, mais en même temps, on sait que de toute façon, on doit compter que sur nous, essentiellement. De toute façon, il n'y a que nous qui pouvons protéger notre pays et se battre contre l'invasion. Donc, on a besoin d'aide, beaucoup. On est même dépendant d'aide militairement, mais je pense que même si Trump sera élu, il y aura les autres pays européens où les industries militaires qui vont être lancées, sans doute en participation de l'industrie ukrainienne, et qu'on trouvera une solution, malgré ça, pour continuer le combat et pour gagner cette guerre. Eh bien, c'est ainsi que s'achèvent les informés de ce samedi soir. Merci à vous, Alla Lazareva, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire ukrainien The Ukrainian Week. Merci à vous, Miraela Antosh, journaliste pour la télévision roumaine. Merci Juan José Dorado, journaliste espagnol. Et merci Alberto Toscano, journaliste italien. Les informés, c'est fini pour ce soir, mais ils reviennent demain soir, 20h, avec Victor Maté.